chapitre 12, du sexe considéré comme récompense. Tous les dressages reposent sur le principe sucre et fouet. C'est le rapport des forces physiques du dompteur et du dompté qui en détermine le mode d'application. Toutefois, une certaine tendance en faveur de la douceur se manifeste dans le dressage des jeunes enfants. Le sucre entretient constamment la confiance qu'ils ont dans leurs parents auxquels ils viennent confier leurs problèmes, ce qui permet de les manipuler mieux qu'en les rossant. Dès qu'un dauphin réussit son tour de cirque, le dompteur lui jette un poisson. Comme l'animal dépend pour manger de son dompteur, il arrive à faire ce que l'autre exige de lui. Au contraire, un homme peut se nourrir lui-même. C'est même par ses mains que passe l'argent. Il serait donc dans une certaine mesure ingouvernable s'il n'était mu par un besoin d'une force extrême et qu'il ne peut satisfaire lui-même, celui du contact du corps d'une femme. Et ce besoin est si intense, et l'homme trouve un tel plaisir à l'assouvir, que c'est peut-être le motif le plus puissant de son asservissement. Peut-être la jouissance qu'il éprouve à abdiquer sa liberté n'est-elle qu'une des facettes de sa sexualité. Le fondement de l'économie est toujours le troc. Lorsqu'on réclame un service, on doit offrir en échange quelque chose d'une valeur correspondante. Or, il se trouve que les hommes accordent un prix insensé à l'usage exclusif d'un vagin de femme. Cela permet à cette dernière de se livrer à une exploitation qui n'épargne aucun homme, et d'une dimension telle que le système capitaliste le plus conservateur n'est rien en comparaison. Tout comme la féminité est devenue un phénomène surtout sociologique, où la partie biologique ne joue plus qu'un rôle modeste, même les homosexuels n'échappent pas à l'exploitation. Le partenaire dont le désir sexuel est le plus faible découvre rapidement la manière de manipuler celui qui est mu par un désir plus fort. Assumant le rôle de l'exploiteur de la femme, il se comporte en conséquence. La faiblesse du désir sexuel est donc une caractéristique féminine. De même que les femmes n'éprouvent guère d'émotions violentes, une libido prononcée n'est pas leur fait. Comment expliquer autrement qu'une jeune fille puisse se refuser à un homme tout en affirmant qu'elle l'aime? Dès sa puberté, la femme refoule son désir sexuel, conformément au conseil de sa mère, en pensant au capital dont elle devra tirer plus tard le meilleur parti. Hier, une jeune épouse, pour avoir de la valeur, devait être vierge. Mais aujourd'hui encore, la jeune fille qui n'a eu que peu d'amants est considérée comme ayant plus de valeur que celle qui en compte beaucoup. La chasteté de l'homme, elle, n'a jamais rien valu du fait que les femmes ne lui accordent aucune importance et par conséquent, les hommes non plus. Une femme adulte peut donc séduire un adolescent, elle ne le viole jamais. L'homme qui agit de même avec une mineure est un criminel sexuel pour lequel la canaille féminine réclame à grands cris la prison. À condition de commencer très tôt, l'homme pourrait lui aussi conditionner son instinct sexuel. Preuve en sont les moines qui se tirent d'affaire sans aucune activité de ce genre. Personne ne prétendra sérieusement qu'un groupe d'hommes aussi important se compose uniquement d'eunuques. Mais au lieu d'être refoulés, les désirs sexuels de l'homme, au cours de leur évolution, sont encouragés, excités, cela naturellement par les femmes, car ce sont elles qui s'intéressent à la libido masculine. Alors qu'un homme s'habille de sorte qu'en aucun cas son aspect ne puisse éveiller chez l'autre sexe une excitation physique, la femme, dès l'âge de 12 ans, commence à s'attifier pour amorcer sa future clientèle. Elle souligne les rondeurs de ses seins et de ses hanches dans des vêtements qui la moulent, se serre sur toute la longueur de ses jambes, des bas transparents pour attirer l'attention sur ses mollets et ses cuisses, se farde les yeux et les lèvres d'un éclat brillant et humide, teint ses cheveux pour leur conférer une luminosité qu'ils n'ont pas, tout cela sans autre but que d'éveiller la concupiscence de l'homme et de la tenir sans cesse en éveil. Elle lui offre sa marchandise aussi ouvertement qu'en vitrine, comme s'il n'avait qu'à faire un geste infime pour l'avoir. Comment s'étonnerait-on que l'homme, mis en état d'excitation permanente par ses avances non déguisées, n'ait bientôt plus d'autre pensée en tête que de gagner assez d'argent pour entrer en possession de l'article avec lequel on le tente à tous les moments. Car sans argent,
ou du moins sans perspective d'argent, un homme n'a jamais de femme à lui et par conséquent, pas de sexe féminin à usage exclusif. Certes, l'institution du crédit existe également dans ces rapports, c'est-à-dire qu'une femme, dans certaines circonstances, pendant que son mari achève sa formation professionnelle, accepte de travailler pour deux en lui permettant déjà, comme une avance sur prestation en nature, d'utiliser son corps. Mais dans ce cas, les intérêts sont d'une importance proportionnelle. La profession future du mari doit être si rentable que l'investissement de la femme en est justifié. La règle générale est qu'une femme coûte d'autant plus que ses caractères sexuels secondaires sont attirants. Lorsqu'un homme en aperçoit un autre en compagnie d'une femme particulièrement séduisante, loin de se sentir déprimé, il devrait penser à l'argent que ce concurrent dépense pour avoir cette femme à lui. Loin de se sentir déprimé, il devrait penser à l'argent que ce concurrent dépense pour avoir cette femme à lui. Au point de vue économique, il serait dans tous les cas plus profitable à l'homme de satisfaire ses désirs sexuels avec des prostituées plutôt que de se précipiter dans le mariage. Je parle des prostituées au sens habituel du mot. Au sens rigoureux, la plupart des femmes le sont. Mais l'homme réagit suivant le principe du rendement qui a présidé à son dressage. Il n'accorde que peu de valeur au sexe pour lequel il débourse peu. Plus la femme avec laquelle il couche lui revient cher et plus il est content. Et quand il ne peut avoir autrement celle qu'il convoite, ou quand il n'y a pas d'autre façon pour lui de la garder, il passe avec elle devant le maire. C'est la raison pour laquelle les femmes peuvent en toute quiétude tolérer la prostitution. La jalousie telle que la ressent l'homme leur est étrangère, bien qu'elles en jouent la comédie à l'occasion pour flatter leur mari. Aussi ne voit-elle aucun inconvénient à l'institution du bordel. Elle n'hésite pas davantage à ignorer les amourettes extra-conjugales de l'homme ou, quand elles sont un peu trop visibles, à les lui pardonner. Combien de femmes demeurent avec un mari qui les trompe et que le cas contraire est rare. C'est qu'une femme ne souhaite fondamentalement rien d'autre qu'une petite escapade de son conjoint. Sa mauvaise conscience et sa gratitude pour la tolérance dont elle fera preuve lui garantiront une série d'avantages supplémentaires. La solution la meilleure pour elle est encore de contrôler ses passades. Les échanges de partenaires et les pratiques sexuelles de groupe paraissent de plus en plus aux femmes le moyen idéal de neutraliser l'imagination sexuelle de leur mari. Ces formes de relations extra-conjugales sont gratuites. L'argent que les prostituées n'ont plus alimente les divers postes de l'entretien ménager et il n'y a même plus de risque de maladie sexuelle. Du fait que les partenaires se connaissent, les règles de l'hygiène sont beaucoup mieux respectées que lorsqu'un homme visite un bordel anonyme fréquenté par n'importe qui. En réalité, la contamination est la seule conséquence que les femmes aient à redouter d'un léger écart de leur mari. Quelle dérision! Les hommes méprisent les prostituées habituelles alors qu'elles appartiennent justement au petit nombre des femmes qui admettent honnêtement qu'elles gagnent leur argent en louant un certain orifice de leur corps. Quelle dérision! Les hommes méprisent les prostituées habituelles alors qu'elles appartiennent justement au petit nombre des femmes qui admettent honnêtement qu'elles gagnent leur argent en louant un certain orifice de leur corps. Il est des métiers que les hommes n'exercent pas. Prostituées, actrices, chanteuses, danseuses, modèles de photos. Et pourtant, alors qu'actrices, chanteuses, danseuses et modèles travaillent avec un filet, l'homme est là pour les recueillir quand elles n'ont plus envie de travailler. La prostituée, elle, n'a aucune sécurité. Le jour où elle est lasse, elle ne trouve personne qui n'ait attendu que ce moment. Il n'est dans notre société aucun homme qui se laisse exploiter par une ex-prostituée comme par un ex-modèle de photo. Les femmes, elles aussi, méprisent les prostituées, mais à cause de leurs bêtises. Une femme qui se vend aussi maladroitement est, d'après le baromètre de l'intelligence féminine, vraiment trop bête. Les femmes n'admirent que celles qui se font payer des prix exorbitants ou qui parviennent à se faire épouser par des Rothschild, des Aga Khan ou des Rockefeller. Le concept du sale métier
ne leur sert qu'à intimider les hommes qui, sans lui, pourraient un jour se laisser aller à des comparaisons. Chez toutes les femmes, le principe fondamental du sexe considéré comme récompense est le même. Elles s'offrent à l'homme, excitent son désir, enflamment sa concupiscence, et quand il accomplit bravement le petit numéro auquel elles l'ont dressé, elles se donnent à lui. Et comme elles recommencent aussitôt à jouer la comédie, le besoin de la récompense ne le quitte plus. Seuls les hommes dont la puissance sexuelle est faible parviennent à espacer la satisfaction de leurs besoins et à renoncer à la régularité de la récompense pour ne la goûter que sporadiquement. Celui que la nature a doté d'une forte libido est encore plus soumis que les autres. Le jeune homme dynamique, actif, enthousiaste, décidé, que recherchent avec tant de convoitise les entreprises de tout genre, n'est rien d'autre qu'un psychopathe totalement esclave de son sexe. S'il se fixe des objectifs particulièrement élevés, c'est uniquement par référence à la femme. Car si ce n'était le cas, quelle autre rétribution pourrait l'inciter à se livrer avec enthousiasme à la vente de n'importe quel article de grande série, alors que se déploie devant lui, de l'autre côté des fenêtres de son bureau, tout un monde qui l'attend, plein d'aventures passionnantes. Son désir sexuel est si fort qu'il renonce à l'explorer pour se payer une femme avec son argent si chèrement gagné. En vain la nommera-t-il son aventure. Elle ne remplacera jamais ce qu'il a perdu. Dès qu'il la rencontre, il entre dans le système rigoureux de l'offre et de la demande, où tout obéit à des règles rigides et où les surprises sont rares. Le destin d'une femme est son anatomie. Ce vieil adage est absolument exact, pour autant qu'on confère un sens positif au mot « destin ». Dans son interprétation négative, ce proverbe s'applique plutôt à l'homme d'aujourd'hui. Tandis que la femme profite autant qu'elle le peut de ses particularités anatomiques, l'homme demeure éternellement esclave des siennes. Tandis que la femme profite autant qu'elle le peut de ses particularités anatomiques, l'homme demeure éternellement esclave des siennes. L'érection du membre masculin est quelque chose de si extravagant pour une femme qu'il lui semble totalement impossible, la première fois qu'elle l'expérimente, qu'une telle chose puisse même avoir lieu. Et quand elle remarque ensuite que la présence d'une femme nue n'est pas nécessaire pour provoquer chez l'homme ce phénomène aussi élémentaire que le réflexe rotulien, qu'il suffit d'un film ou d'une simple photo, elle n'arrive plus à se débarrasser de sa stupeur. Rien n'a jamais été plus absurde, pour sûr, que l'illusion freudienne de la jalousie qu'inspirerait le phallus à la femme. Avec les bourses qui l'accompagnent, il lui paraît être simplement quelque chose de totalement superflu sur le corps autrement si dépouillé de l'homme, du désordre à l'état pur. Elle n'arrive pas à concevoir qu'après usage, le membre masculin ne se rétracte pas tout comme une antenne dans le boîtier d'un poste de radio. Jamais il ne viendra à l'idée d'une petite fille, même au plus profond de son inconscient, d'envier à ce sujet un petit garçon. Étant donné qu'elle est la préférée, elle n'a nullement l'impression d'être désavantagée par rapport à lui. Freud a été victime du dressage par autodépréciation que sa mère, puis sa femme et ses filles, lui ont fait subir. Il a confondu la cause et l'effet. Une femme ne croit pas que l'homme a plus de valeur qu'elle. Une femme ne croit pas que l'homme a plus de valeur qu'elle. Elle se contente de le dire. C'est la puissance de la femme que l'homme devrait plutôt envier. Mais il se complaît dans les délices de sa servitude.